et à tous, à nouveau, on va commencer le webinaire d'information sur les petits projets en vue du 3e appel à petits projets. Vous avez donc la possibilité, comme je l'ai dit juste avant, de choisir l'interprétation pour m'écouter en allemand ou ensuite écouter les autres interventions en français. Pour l'instant, les participants ne peuvent pas prendre la parole ou écrire dans le chat. Utilisez le Q&A accessible pour poser vos questions. Aussi, tout au long de la présentation, à chaque fin de partie, une session de Q&A sera organisée. Donc, on vous invite à poser vos questions par écrit sur le fonctionnement des petits projets dans ce Q&A. Vous pouvez aussi voter pour la réponse, la question qui vous intéresse le plus, et c'est celle-ci qu'on traitera en premier. Comme vous l'avez vu, le webinaire est enregistré et sera publié sur YouTube par la suite. Comme je l'ai dit aussi, la deuxième partie du webinaire aura lieu en breakout rooms monolingues, une française, une allemande. Pour accéder au breakout room, vous avez besoin de l'application Zoom que vous pouvez télécharger d'ici là. Il vous suffira de recliquer sur le lien que vous avez reçu pour réaccéder au webinaire. Bien entendu, le PowerPoint vous sera envoyé à la fin de la présentation, dans les jours qui suivent la présentation. Vous recevrez le PowerPoint. Vous recevrez également la liste des participants qui ont accepté de partager leurs données, leurs contacts et leurs idées de petits projets, puisque le but de ce webinaire est de vous aider à participer au 3e appel à petits projets. Ce webinaire, il est donc divisé en plusieurs parties. Un tour d'introduction et de présentation. Une partie où on vous présentera ce qu'est un petit projet, les modalités d'accès et de candidature au 3e appel à petits projets. Une partie qui vous montrera l'accompagnement proposé par le programme Interreg Grande Région pour les petits projets, la liste des ressources et des outils utiles. Et enfin, la deuxième grande partie du webinaire sera un temps d'échange et de questions-réponses avec vos points de contact en français puis ou en allemand. Commençons donc par se présenter. Je m'appelle Justine Skiba, je suis chargée de communication au sein du secrétariat conjoint d'Interreg Grande Région. Le secrétariat conjoint, c'est l'organe qui centralise, qui instruit les demandes de financement. C'est mes collègues Alice Dorn-Raison et Marie Nice qui vont vous présenter par la suite les modalités de financement des petits projets. Elles sont chargées de mission petits projets. À mes côtés, Asia Anumanovic, volontaire Interreg, qui est présente avec nous. Aussi, tous les points de contact du programme sont à votre disposition dès maintenant et tout au long de l'appel à petits projets en cas de question. J'invite les points de contact panélistes qui le souhaitent à se présenter brièvement. Bonjour, je suis Samuel Trinquet, je suis le point de contact pour le département de la Meuse. On a aussi avec nous Belinda. Oui. Bonjour, donc Belinda de Soie du point de contact Wallon. Bonjour à tous. Merci Belinda. Sandrine est aussi présente, elle est point de contact à la région Grand Est. Bonjour, Sandrine Vianney, point de contact pour la région Grand Est. J'essaie de mettre ma caméra pour dire un petit bonjour. Bonjour. Stefanie Freitag. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Stefanie Freitag, ich bin die Kontaktstelle des Landes Rheinland-Pfalz. Danke, Stefanie. Nico Palmer, Kontaktstelle im Saarland, ist auch mit uns dabei und wird sich vielleicht später vorstellen. Ich weiß, dass Carole Boulmont dabei ist. Carole, möchtest du dich vorstellen? Bonjour à tout le monde, je suis Carole Boulmont, je suis le point de contact pour les partenaires luxembourgeois. Super, merci beaucoup. Ensuite, nous pouvons passer à un petit questionnaire que nous avons pour vous. Il va s'afficher tout de suite sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Vous voyez maintenant les 2 questions qui s'affichent. On souhaiterait savoir quelles sont vos attentes concernant ce webinaire d'information et si vous connaissiez déjà le programme Interreg Grande Région avant ce webinaire.
les résultats de ce premier questionnaire. Je vous remercie d'avoir participé. Donc, quelles sont vos attentes pour ce webinaire d'information? Il s'agit surtout d'avoir des informations sur le procédé, d'être épaulé pour la construction d'un projet transfrontalier, connaître les dépôts et les modalités de candidature. Effectivement, c'est ce que nous allons vous présenter au fur et à mesure. Connaître les conditions d'éligibilité, réseauter. À cet effet, on va vous transmettre les coordonnées des participants volontaires. Ensuite, la deuxième question concernait le programme Interreg. Est-ce que vous connaissiez déjà Interreg Grande Région avant ce webinaire? Vous êtes plutôt bien informés. 65% d'entre vous connaissez déjà et 35% d'entre vous ne connaissez pas encore Interreg Grande Région. Donc, on est ravis de vous avoir avec nous dans cette aventure de la coopération transfrontalière. Je vais vous présenter maintenant brièvement le programme Interreg Grande Région, ce que c'est et à quoi il sert. Alors, le programme Interreg Grande Région, c'est quoi? C'est un programme de l'Union européenne. Son objectif, c'est d'aider le développement économique, social et écologique de la Grande Région et aussi de renforcer la coopération entre les citoyens. Ce programme, il est cofinancé par le Fonds européen de développement régional, donc un des fonds de l'Union européenne. Et il vise surtout à promouvoir des projets en grande région, donc des projets transfrontaliers. La grande région, c'est ce territoire que vous voyez apparaître en gris sur la carte. Donc tout le territoire grisé et ce qui est à l'intérieur, c'est la grande région. C'est un territoire administratif et politique qui est composé de plusieurs régions, de 4 pays différents, de la France, du Luxembourg, de l'Allemagne et de la Belgique. Et donc, ce qui va nous intéresser, nous, en tant que programme Interreg Grande Région, c'est le territoire en bleu sur la carte. C'est le territoire qu'on appelle le territoire de coopération. Et c'est au sein de ce territoire que les projets financés par Interreg Grande Région doivent avoir un impact. Aussi, ce qui nous intéresse vis-à-vis des petits projets, c'est 2 caractéristiques principales à bien avoir en tête. En premier, les petits projets, ce sont des projets de proximité et ils doivent contribuer à l'objectif numéro 10 du programme, qui est de renforcer la confiance mutuelle, notamment en encourageant les actions interpersonnelles. Donc, il faut de la proximité et il faut que les participants à vos petits projets se rencontrent. Ça sera expliqué très bien par mes collègues par la suite. Aussi, les petits projets, ils sont dotés d'une enveloppe budgétaire de 2,5 millions d'euros. Je donne maintenant la parole à Alice Dornraison qui va vous présenter encore plus précisément ce que sont les petits projets. Merci Justine. Donc, bonjour à tous de ma part également. Donc voilà, c'est maintenant on va en fait un peu rentrer dans le dur, dans le concret. Qu'est-ce qu'un petit projet? À qui s'adresse le dispositif? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Tout ça, c'est des questions auxquelles nous, on va répondre dans la présentation à venir. Mais juste avant, on aurait encore 2 petites questions à vous poser. On voudrait savoir où est basée votre structure et si vous avez déjà mené des projets transfrontaliers. Qu'on peut remarquer au niveau de la couverture géographique, c'est que tous les versants actuellement du programme sont couverts, pas à la même intensité. Il y a beaucoup de Meurthe-et-Mosellans aujourd'hui. Mais c'est assez... c'est un bon signe de voir qu'il y a des structures de tous les versants. Et alors, avez-vous déjà mené des projets transfrontaliers? Vous êtes une majorité à déjà en avoir mené. Et justement, c'est quelque chose dont on va parler tout de suite. Pour tout le monde, que vous ayez déjà porté un projet transfrontalier, ou non, ce n'est pas quelque chose qui va être regardé au moment de savoir si votre structure est éligible ou non pour un petit projet. C'est-à-dire que vous ayez de l'expérience transfrontalière ou non, ce n'est pas un critère
déterminant pour savoir si vous pouvez porter un petit projet. Donc, pas de panique. Si vous n'en avez pas, que vous en avez. Bon, c'est pas quelque chose qu'on regarde. Pareil, concernant la personnalité juridique, on accepte également les structures sans personnalité juridique. Je pense que ça peut notamment intéresser les personnes qui ont des structures en Belgique, où il y a les associations de fait qui n'ont pas forcément de personnalité juridique. Sachez que ces structures peuvent également être éligibles dans le cadre d'un petit projet. En fait, il y a un critère déterminant quand on parle de structure éligible au petit projet, c'est le critère des petites structures. On définit une petite structure comme une organisation qui n'aurait pas les capacités administratives et organisationnelles de mettre en place des plus gros projets, des projets de plus grande envergure, comme des projets Interreg classiques, par exemple. Donc voilà, le dispositif des petits projets, il est dédié exclusivement à ces petites structures. C'est pour ça qu'on exclut d'office les partenaires financiers des projets classiques Interreg, que ce soit Grande Région, Rhin supérieur, France Wallonie-Flandre, donc tous les programmes Interreg. On exclut également les universités et les entreprises à but lucratif parce qu'on voilà, on estime que ces types de structures-là ont des moyens organisationnels et administratifs bien plus élevés qu'une petite association, qu'une petite commune, etc. Donc un dernier point, on parle bien ici de structure. Les personnes physiques ne sont pas éligibles. Donc il faut toujours qu'il y ait une organisation. Quelle est la personnalité juridique ou non, ça c'est pas grave, mais il faut qu'il y ait une organisation. Ich werde jetzt ein bisschen auf Deutsch reden. Ein weiteres Förderfähigkeitskriterium ist geografischer Natur. Also nur die Einrichtungen mit ihrem Sitz in der Großregion sind förderfähig. Also zur Erinnerung ist die Großregion die blaue Zone und die graue Zone darum. Das heißt, die Vogesen sind auch förderfähig, die ganze Wallonie ist förderfähig und das ganze Land Rheinland-Pfalz ist auch förderfähig. Das heißt, wenn Ihre Einrichtung in diesem Gebiet ihren Sitz hat, dann ist Ihre Einrichtung förderfähig. Es reicht aber nicht aus, eine Struktur aus der Großregion zu sein, um ein Interreg-Kleinprojekt umzusetzen. Es muss eine grenzüberschreitende Partnerschaft gegründet werden. Und ich übergebe dann das Wort an Marie, die diesen Begriff ein bisschen genauer erläutern wird. Dankeschön, Alice. Also wie gesagt, ist ein weiteres Förderkriterium die Bildung einer grenzüberschreitenden Partnerschaft. Also ein Kleinprojekt zeichnet sich immer durch eine grenzüberschreitende Partnerschaft aus, die das Projekt gemeinsam umsetzt. Diese grenzüberschreitende Partnerschaft besteht aus mindestens 2 finanziellen Partnern, aus mindestens 2 Mitgliedstaaten, die ihren Sitz in der Großregion haben. Also im Durchschnitt besteht eine Partnerschaft aus mindestens 2 Partnern, aber es können auch mehr sein. Allerdings wird empfohlen, große Partnerschaften, also das heißt mit mehr als 3 Partnern zu vermeiden, da diese schwieriger zu koordinieren und zu verwalten sind. Grenzüberschreitende Strukturen sind auch förderfähig als alleinige Partner oder mit anderen Partnern. In Interreg-Partnerschaften gibt es immer einen federführenden Partner, der insbesondere die administrative und finanzielle Koordinierung des Projekts sicherstellt. Es ist der einzige Ansprechpartner des Programms. Auf der anderen Seite gibt es
die Partner, die finanziell am Projekt beteiligt sind. Das heißt, sie erhalten auch einen Teil der Förderung. Und diese Partner tragen auch in Zusammenarbeit mit den anderen Partnern zur Konzeption und Durchführung jeder Aktionen bei. Pour récapituler, pour être éligible à la subvention petit projet, il faut être une petite structure. Il faut également être localisé en grande région. Et il faut constituer un partenariat transfrontalier. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie, sur les types de structures éligibles et qui peut former un partenariat transfrontalier, etc. Alors, on a eu une question dans le Q&A notamment qui concerne l'éligibilité géographique. Une personne nous demande qu'est-ce qu'une petite structure basée en province de Luxembourg belge serait éligible? Normalement, oui. C'est bien toute la Wallonie. C'est bien la zone en bleu, donc celle où vous avez normalement, là on n'a pas la ville, mais on a Eupen en haut qui est éligible. Ici on a autour de Liège, c'est éligible également. Et un peu plus à l'ouest, la zone en gris, où notamment il y a la ville de Namur, est également éligible. Si votre structure est localisée dans cet espace, elle peut monter un petit projet. Je vois que plusieurs autres questions arrivent. Alors, posez bien vos questions dans le Q&A pour qu'on ait la vue d'ensemble sur toutes les questions. Sur la carte, on nous demande à quoi sert la zone bleue, par exemple, pour rester sur cette carte-là. La zone bleue, on va y venir en fait à nouveau un petit peu plus tard. En fait, elle correspond à la zone de coopération du programme Interreg Grande Région. C'est-à-dire que les actions que vous allez mettre en place, elles doivent viser exclusivement ce territoire-là, pas la zone en gris. Mais ça, on va y revenir à nouveau plus tard. On a aussi plusieurs questions sur le terme petite structure. Est-ce que vous souhaitez aborder ce point-là tout de suite ou plutôt par la suite? Si c'est des questions spécifiques à sa propre structure, je propose qu'on réponde à ces questions dans les breakout rooms. Si c'est des questions plus générales, on peut les répondre maintenant. Peut-être en indication aussi, si vous souhaitez à peu près évaluer si vous êtes une petite structure ou non, on va un peu plus tard faire référence à un guide qui est disponible sur le site du programme qui explique justement cette notion de petite structure un peu plus en détail. Mais voilà, on cible en fait principalement des associations qui ont une portée assez locale. Elle peut être un petit peu transfrontalière, mais si vous êtes une association à portée nationale, là on va quand même pencher vers une grosse structure. Sur les capacités administratives, on regarde un petit peu le nombre de personnes qui sont dans vos structures. Quand vous déposez un dossier pour un petit projet Interreg, vous avez 2 éléments à apporter par rapport à vos structures. C'est d'abord vos statuts ou tout autre document qui va démontrer votre mode de fonctionnement. Pas pour les structures publiques, hein, bien sûr. Si vous êtes une petite commune, vous ne pouvez pas nous fournir de statut, c'est tout à fait normal. Et l'autre document, c'est un rapport d'activité. Donc, en fait, c'est à partir de ces 2 documents-là qu'on va regarder si vous correspondez ou non à cette définition. Donc, voilà, dans le rapport d'activité, on voit éventuellement, oui, le nombre de personnes qui travaillent avec vous, la zone d'impact que vous avez, l'envergure des actions que vous mettez en place, etc. Beaucoup traité sur la notion de petite structure que vous avez expliqué et précisé un petit peu à l'instant. Il y a une autre question qui paraît intéressante et importante à clarifier tout de suite, qui est posée par une commune, la Verbandsgemeinde de Pirmasens-Land, qui est actuellement partenaire d'un projet Interreg Engagement GR, donc un projet classique, et qui se demande si ils sont quand même éligibles aux petits projets. Non, malheureusement non. Les
partenaire, donc engagement GR, c'est un projet classique du programme Intérêt Grande Région qui est mis en œuvre actuellement. Et du coup, voilà, au niveau des petits projets, il y a une règle. Les partenaires financiers des projets classiques Interreg ne peuvent pas être éligibles à un petit projet. Les petits projets sont vraiment dédiés aux structures qui n'ont pas les moyens de mettre en œuvre ces projets classiques qui sont d'une envergure quand même tout autre des petits projets. On y reviendra plus tard. Alors, je vous propose de passer à la suite de la présentation. Je sais qu'on n'a pas pu répondre à toutes vos questions pour l'instant. Elles sont bien notées et elles pourront être aussi abordées plus en détail avec vos points de contact. Voilà, on va continuer la présentation. On va notamment parler du contenu des petits projets. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans le cadre d'un petit projet? Et ici, on a une nouvelle question pour vous. On voudrait savoir quel domaine vous intéresse, dans quel domaine vous êtes actif. Alors, je vois vous êtes en train de répondre au questionnaire, mais en globalité, on a une bonne couverture de plein de thématiques différentes. On a beaucoup travaillé avec la jeunesse ou dans le domaine de l'éducation. Certains sont dans l'environnement, la culture, le sport. Ça, c'est vrai que c'est des thèmes qui attirent toujours, enfin, des thèmes qu'on retrouve souvent au niveau des petits projets. Il y a d'autres domaines aussi qui sont cités. Les petits projets ne sont pas restrictifs en termes de thématiques. C'est-à-dire qu'on a un panel de thématiques très large par rapport aux petits projets qu'on met en œuvre. Il y a notamment des projets d'éducation, de tourisme. On a eu des projets autour de l'analphabétisme en grande région, autour du handicap, du sport, etc. Donc vraiment un grand panel de thématiques. Donc il est possible de mettre sur le plan thématique beaucoup de choses en œuvre. Par contre, voilà, ce qu'on regarde toujours en termes de contenu, ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est qu'il doit y avoir toujours une contribution à l'objectif spécifique 10 du programme, qui correspond au renforcement de la confiance mutuelle, notamment en encourageant les actions interpersonnelles. Donc, en fait, peu importe le domaine dans lequel vous allez mettre en place votre petit projet, il faut toujours que les actions de votre projet engendrent des interactions transfrontalières, à la fois entre les partenaires, mais aussi à l'échelle des publics cibles, donc des publics que vous allez atteindre en mettant en œuvre vos actions. Et si cette caractéristique de l'échange transfrontalier est manquante, alors il y a de grandes chances pour que votre projet soit déclaré inéligible et donc ne soit pas financé dans le cadre de notre programme. Donc ça, au niveau du contenu même. Si maintenant on prend un peu la forme, donc qu'est-ce qu'on peut mettre réellement en œuvre dans le cadre d'un petit projet? Vous avez la possibilité de réaliser en fait 4 types d'actions différentes. Ces 4 types d'actions, elles ont été préconçues par le programme. Et donc, je vais expliquer rapidement en quoi consiste chacune d'entre elles. Donc d'abord, on a les ateliers. Donc ça, ce sont des actions dans lesquelles on retrouve un haut degré d'échanges transfrontaliers parce qu'il y a des échanges directs. Ce sont des actions qui s'adressent à un nombre limité de participants. Et l'objectif, en fait, c'est de travailler ensemble autour d'une thématique commune sur 1 ou 2 journées. Là, je vais citer des exemples de projets qu'on a déjà eus. On peut citer un stage de vélo sur 2 jours pour des jeunes ou encore des animations pour les scolaires de 2 écoles autour de la viticulture. On est sur des événements qui sont ouverts au grand public, donc sans aucune restriction en termes de nombre de participants et de groupes cibles. On peut imaginer un festival de concerts transfrontaliers ou une exposition.
Et en fait, ces événements-là, ce sont des lieux de rencontre pour les publics transfrontaliers qui vont être amenés à se rencontrer autour d'un événement qu'ils vont vivre ensemble. Et justement, pour que cet aspect de rencontre des publics soit toujours présent, au niveau du programme Interreg Grande Région, les expositions itinérantes ne sont pas éligibles. Les échanges citoyens, ici aussi on retrouve une intensité d'échange un peu plus forte parce qu'on réunit à nouveau autour d'une même activité plusieurs participants, mais on est sur un groupe cible plus large que dans les ateliers. Il y a souvent plus de personnes, 150, 200 personnes, etc., qui partagent une activité ensemble. Par exemple, ça peut être une journée de rencontre pour les citoyens de 2 communes jumelées. Et enfin, on a la production de supports médiatiques. Ici, on peut imaginer la réalisation d'un petit film ou alors la création d'un site internet autour d'une thématique spécifique. Ici, l'échange transfrontalier se situe surtout au niveau des personnes qui vont imaginer le contenu du support médiatique. Ce qu'on attend ici, c'est toujours que le support médiatique représente une création originale qui aura été développée par un groupe de travail transfrontalier. Petite précision, c'est notamment la raison pour laquelle les sites internet qui promeuvent en fait votre structure ou votre petit projet ne sont pas éligibles, c'est parce qu'ils sont considérés comme des outils de communication autour de votre projet et pas comme une création originale dont le contenu a été imaginé en commun. Donc voilà rapidement ce qui pouvait être dit sur ces 4 types d'actions. Elles sont décrites beaucoup plus en détail avec plus d'exemples dans le guide « Comment monter un petit projet » qui est disponible sur notre site internet. Vous avez les liens en haut à droite de votre écran ainsi que les QR codes pour y accéder. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Marie qui va vous donner d'autres indications quant à l'éligibilité de vos actions. Peut-être avant d'aller plus loin, peut-être juste un petit rappel, merci de bien poser vos questions dans le Q&A et pas dans le chat parce qu'en fait on va essentiellement regarder le Q&A pour répondre aux questions. Donc ça c'est peut-être un petit élément et aussi vous pouvez aimer les questions que vous voudriez bien, auxquelles vous répondre. Et aussi, par exemple, peut-être des questions qui sont identiques aux vôtres, similaires aux vôtres. Ça nous aide à trier en fait les questions parce qu'il y a beaucoup de membres aujourd'hui. On est à peu près 130, donc on ne peut pas répondre non plus à toutes les questions. Merci beaucoup. Donc, je sais qu'il y en a qui ont posé une question plutôt qu'est-ce que c'est ce territoire qui est un peu en couleur mauve lilas. Donc ça, c'est la zone de coopération du programme. Elle vous a été présentée, mais pourquoi elle est importante à connaître? C'est parce que vos actions doivent absolument avoir lieu dans cette zone de coopération du programme. Donc, pour rappel, il y a bien une différenciation entre le territoire de la grande région et la zone de coopération du programme. Donc, en mauve, la zone du programme, en mauve plus gris, le territoire de la grande région. J'ai vu que aussi, il y en a qui ont posé des questions. Est-ce que je suis dans le territoire Est-ce que je suis bien dans le territoire de la grande région? S'il vous plaît, peut-être allez regarder sur le site internet du programme ou alors sur le site de la grande région. Vous aurez une carte et vous saurez si vous êtes ou non localisé dans la grande région ou sur le territoire du programme. Et vous pourrez aussi demander à vos points de contact. On passe à la prochaine slide. Peut-être récapitulatif. Si vous êtes une structure localisée dans la grande région, mais en dehors de la zone de coopération du programme, alors vous êtes éligible. Si vous êtes situé dans la zone du programme, vous êtes éligible. Mais dans tous les cas, il faut que vos actions aient bien lieu dans la zone de coopération du programme. Un exemple, si vous êtes localisé à Namur, vous êtes dans la grande région, mais vous êtes en dehors de la zone du programme. Alors vous êtes éligible, vous pouvez faire une demande de subvention petit projet, mais il faut bien que vos actions aient lieu dans la zone du programme, comme par exemple Arlon.
C'est un exemple, parmi tant d'autres. Wenn wir uns dann jetzt mit dem finanziellen und zeitlichen Rahmen der Kleinprojekte befassen, sind 3 wichtige Punkte zu beachten. Erster Punkt ist die Dauer der Kleinprojekte. Kleinprojekte haben keine Mindestdauer. Sie müssen aber maximal 18 Monate dauern und bis zum 31. Dezember 2028 abgeschlossen sein. Zum finanziellen Rahmen. Kleinprojekte werden zu 90% aus dem EFRE finanziert, wobei der maximale EFRE-Betrag für ein Kleinprojekt 30.000 Euro EFRE beträgt. Das heißt, Maximalbetrag EFRE plus Kofinanzierung 33.333 Euro ungefähr. Marie wird jetzt auf die Frage der Kofinanzierung zurückkommen und erläutern, wie die restlichen 10%, die nicht von der EFRE gedeckt sind, finanziert werden können. Ja, also wie gesagt, wird Ihr Projekt zu 90% durch das Programm finanziert, aber dann müssen noch 10% des Gesamtbudgets gedeckt werden. Also entweder Sie verfügen über ausreichende Liquidmittel und Sie können diese 10% aus eigenen Mitteln decken, oder Sie können einen öffentlichen Kofinanzierungsbeitrag beantragen. Ein Projekt kann nicht durch 2 verschiedene europäische Förderungen finanziert werden. Also wenn Sie eine Interreg-Förderung, also eine Kleinprojektförderung erhalten, dann können Sie keine weitere europäische Förderung beantragen. Und dann die letzte Möglichkeit ist auch eine Privatkofinanzierung beantragen. Also ja, das sind die 3 Optionen. Pour récapituler, pour être éligible à la subvention petit projet, donc il faut être une petite structure, être localisé en grande région, constituer un partenariat transfrontalier. Je laisse la parole à ma collègue. Les actions doivent générer des interactions transfrontalières tant au niveau du partenariat qu'au niveau des groupes cibles. Les actions doivent avoir lieu dans la zone de coopération du programme. Le montant FEDER maximum d'un petit projet, c'est 30 000 euros. Ces 30 000 euros FEDER correspondent à 90% de la part du budget de votre petit projet. Donc, il faudra trouver autre part les 10% restants. Et enfin, les petits projets doivent durer au maximum 18 mois. Alors, on a quelques questions sur les actions éligibles dans le cadre des petits projets. Est-ce qu'un projet, par exemple, peut avoir 2 ateliers et déboucher sur une manifestation? Comment ça s'articule l'organisation des ateliers et des événements? Est-ce que vous pouvez apporter des précisions par rapport à ça? J'ai l'impression que la question sous-jacente, c'est le fait que quelle est la connexion entre les différentes actions possibles. Donc, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous décidez d'organiser une manifestation, une représentation musicale, la représentation musicale d'un orchestre transfrontalier. Cet orchestre transfrontalier, il faut qu'il répète en amont, il faut qu'il se constitue et qu'il répète. Donc là, vous pouvez faire des ateliers où l'orchestre va se rassembler. Enfin, un orchestre, par exemple, allemand et un orchestre belge vont se rassembler, s'entraîner ensemble pour ensuite, plus tard, faire une manifestation, une représentation musicale de cet orchestre auprès d'un plus grand public. Et est-ce que dans le même sens, un petit projet peut être basé seulement sur des actions de type workshop? Est-ce qu'on peut monter un petit projet qui ne contient que des workshops? Ou est-ce En fait, vous pouvez, on va revenir un peu dessus par la suite, mais vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez en termes de combinaison. Vous pouvez faire que des ateliers, vous pouvez faire que des rencontres citoyennes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la limite de 30 000 euros. Ça va être la seule condition un peu sine qua non, mais on va revenir dessus un peu plus en détail par la suite. Et peut-être une dernière question sur cette partie-là. Est-ce que le financement public non européen peut couvrir la totalité des 10% restants du budget d'un petit projet? Oui, bien sûr.
ça peut couvrir la totalité des 10% restants, ou alors que 5 ou 7%, voilà, ces 10% restants, en fait, vous les couvrez en fait un peu comme vous voulez. La seule condition à respecter, c'est ne pas avoir une deuxième source de financement européen. Mais voilà, la même source de cofinancement que peut couvrir les 10% restants, ou ces 10% restants peuvent être couverts par différentes sources. Très bien. Je vois peut-être une dernière question qui peut être importante à clarifier concernant la composition du partenariat. Est-ce que vous pourriez développer la question des 2 partenaires financiers obligatoires? D'où est-ce qu'ils doivent venir, ces partenaires financiers? En gros, la question, l'un des 2 peut-il être du même État membre que nous-mêmes, ou est-ce que nous devons aller chercher les 2 partenaires financiers? Est-ce que c'est nous-mêmes qui devons aller chercher les 2 partenaires financiers? Donc il y a 2 questions. Je veux être partenaire chef de file. Comment je fais pour trouver un autre partenaire financier? Déjà, la première question, c'était ce qu'on avait présenté au début. Qu'est-ce que c'est un partenariat transfrontalier? C'est au moins deux structures provenant au moins des États membres et dont le siège se situe dans la grande région. Donc, il faut qu'il y ait au moins toujours une structure, par exemple, française et une structure wallonne, ou une structure allemande, une structure wallonne, une structure luxembourgeoise ou française. Il faut toujours qu'il y ait au moins 2 États membres qui soient représentés dans votre partenariat. Et il faut bien évidemment que le siège de votre structure soit localisé en grande région. Donc ça, c'est les 2 conditions pour former un partenariat transfrontalier. Après, vous pouvez très bien avoir 2 structures françaises plus une structure wallonne. Ça, c'est tout à fait possible également. Vous pouvez avoir 2 structures allemandes et une structure française. Ça, ces combinaisons-là, elles sont aussi tout à fait possibles. C'est au moins 2 partenaires provenant d'au moins 2 États membres. Ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Et l'autre question, comment chercher un partenaire? Ça, c'est la question un peu que tout le monde se pose. Ça, c'est surtout, en fait, les points de contact qui vont vous aider à ce niveau-là. Donc, il faut surtout, si vous avez du mal à trouver un partenaire, tournez-vous vers votre point de contact qui, lui, est en contact également avec les autres points de contact, qui connaissent bien les structures sur leur territoire et qui peuvent vous aider dans cette recherche de partenariat. Genau, also wir haben gerade über den Inhalt der Aktionen geredet. Nicht nur der Inhalt dieser Aktionen ist wichtig, auch in ihrer Form müssen die Aktionen der Kleinprojekte einige Kriterien einhalten, damit sie förderfähig sind. Erstes Kriterium, haben Sie schon gehört, alle Aktionen müssen im Kooperationsgebiet des Programms stattfinden. Zweites Kriterium, die Aktionen ihrer Kleinprojekte dürfen nicht vor der Genehmigung des Programms durchgeführt werden. Die Aktionen der Kleinprojekte müssen das Ergebnis einer grenzüberschreitenden Kooperation sein. Und viertes Kriterium ist auch sehr wichtig, die Aktionen der Kleinprojekte dürfen nicht Teil eines bereits bestehenden Projekts sein. Zum Beispiel, Sie führen ein Konzert im Rahmen eines Festivals durch. Das Konzert ist Teil des Kleinprojekts, aber das Festival ist nicht Teil des Kleinprojekts und wird von anderen Einrichtungen als die Projektpartner organisiert und durchgeführt. Dann ist das Konzert nicht förderfähig. Die Aktionen der Kleinprojekte müssen eigene Veranstaltungen sein. Letztes Kriterium, auch sehr, sehr wichtig. Die Aktionen sollen die Begegnung und den Austausch zwischen den Zielgruppen ermöglichen. Das haben wir schon erwähnt, das ist sehr, sehr wichtig. Ich übergebe jetzt das Wort an Marie, die Auszahlung der EFRE-Förderung
ein bisschen genauer erläutern wird. Merci pour cette introduction. Donc ici, en ce qui concerne le versement de la subvention FEDER, sur cette slide, il y a vraiment 3 éléments à retenir. Tout d'abord, le fait que la subvention petit projet prend la forme de plusieurs forfaits ou montants forfaitaires, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce que c'est un montant forfaitaire? C'est un montant fixé par le programme et connu à l'avance par les partenaires des petits projets, donc c'est-à-dire par vous. Le montant est calculé préalablement à l'appel à petits projets sur la base des coûts engendrés lors d'un type d'action, donc lors par exemple d'une manifestation, ou lors les coûts engendrés lors d'un atelier. Comme on fonctionne avec des montants qui sont fixes, le montant FEDER qui va vous être versé ne correspond pas forcément à la réalité des coûts que vous allez subir lors de la mise en œuvre des actions. Donc ça, c'est un premier élément à prendre en compte. Un deuxième élément, c'est le fait qu'en fait, comme toute autre subvention intérêt grande région, la subvention petit projet fonctionne selon une logique de remboursement. C'est-à-dire que seulement après la réalisation de vos actions, on vous verse les montants forfaitaires. Un troisième aspect, c'est le fait que le paiement se fait sur la base des résultats obtenus. Donc, c'est-à-dire que ce qui va déclencher en fait le versement de ces montants forfaitaires, c'est le fait que vous prouviez qu'en fait l'action a bien eu lieu telle qu'elle avait été prévue dans la demande de concours. Donc, à l'aide de pièces justificatives, c'est un mot un peu, pas vraiment technique, mais un mot un peu administratif qui va en fait désigner des photos, des listes d'émargement, des mesures de communication qui vont venir vraiment prouver que votre action a eu lieu. On ne vous demande pas de facture, on ne vous demande pas tout autre document similaire, il faut juste montrer que l'action a bien eu lieu. Donc, ça, on l'a déjà légèrement abordé lors des questions. Donc, on a un montant forfaitaire par action. Vous pouvez réaliser autant d'actions, et donc les forfaits correspondants, dans la limite des 30 000 € FEDER, en sachant qu'il y a automatiquement un forfait préparation et un forfait clôture par petit projet. Je prends un exemple. Vous souhaitez mettre en œuvre un projet qui a pour but de sensibiliser à la préservation des hérissons dans les zones périurbaines. Vous allez alors prévoir un événement de sensibilisation dans un quartier résidentiel avec une balade urbaine, par exemple. Et à la suite de cette balade urbaine, vous allez réaliser un guide de préservation des hérissons dans les quartiers périurbains. Donc pour cela, vous allez sélectionner automatiquement un montant de préparation et de clôture, puisque ces derniers sont obligatoires et automatiques, ce qui, à eux deux, constitue déjà plus ou moins, là je vous dis de tête, 3 000 € FEDER. Un montant rencontre citoyenne et un montant de production donc pour la balade urbaine et un montant de production de support médiatique pour la réalisation du guide. À eux deux, ils font à peu près ensemble, enfin chacun fait 10 000 €, donc ensemble c'est 20 000 €. Donc là, vous serez alors à peu près à 23 000 € FEDER. Les montants exacts par type d'action figurent dans le guide Comment monter un petit projet. Donc, comme cela a été mentionné tout à l'heure, vous pouvez combiner autant d'actions que vous souhaitez. Vous pouvez faire plusieurs ateliers, vous pouvez faire plusieurs supports médiatiques, tant que toutes ces combinaisons de forfaits, en plus des forfaits de préparation de clôture, ne dépassent pas 33 333 € budget global, 30 000 € FEDER. Voilà pour des explications par rapport aux actions qui peuvent être mises en œuvre et comment elles sont mises en œuvre, comment ça fonctionne. Donc, on voit que au-delà de la simple réalisation de vos actions, par exemple la réalisation d'un tournoi sportif ou d'un concert, il y a quand même un peu d'administratif à prévoir. Les petits projets sont simplifiés par rapport aux gros projets Interreg, aux projets classiques. Mais voilà, on ne va pas vous mentir, c'est un petit peu de travail quand même. Il faut notamment régulièrement faire des demandes de versement FEDER, donc c'est ce qui s'appelle des déclarations de créances. Il y a aussi quelques règles en matière de communication qu'il faut respecter. Il faut bien s'assurer d'avoir toujours une coordination, une communication fluide et efficace entre tous les partenaires de petits projets. En fin de
projet, il y a aussi un rapport final à remplir en français et en allemand dans lequel vous expliquez ce qui a été réalisé dans le cadre de votre projet. Mais voilà, en soi, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un travail administratif, mais qui n'est pas insurmontable, notamment que vous êtes accompagné tout au long de votre petit projet, avant, pendant, éventuellement après aussi. Quelques questions, oui, ont été posées dans le chat. Par exemple, sur la manière de préfinancer les actions. Alors, en fait, une action. On sait qu'on doit faire une demande de remboursement pour obtenir les fonds FEDER. On nous demande, est-ce que l'on peut clôturer des actions du projet en cours du projet afin d'éviter de devoir préfinancer le montant total du projet, par exemple 30 000 €? Est-ce que vous pouvez réexpliquer comment on fait les demandes de versement FEDER au fur et à mesure du petit projet? Donc, je reprends l'exemple, par exemple, de cette histoire de préservation des hérissons en quartier périurbain. Votre projet est approuvé, ça va déclencher plus ou moins automatiquement déjà un versement du forfait préparation. Donc là, vous allez déjà avoir une certaine liquidité qui va arriver. Bon, elle n'est pas non plus énorme, mais elle est déjà là. Ensuite, vous allez réaliser votre balade urbaine. Vous pouvez directement à la suite de cette balade urbaine faire une demande de remboursement et donc recevoir le forfait déjà pour la balade urbaine. Et ensuite, une fois que vous avez réalisé cette balade urbaine et que vous avez reçu le forfait, vous pouvez réaliser le guide et après faire une demande de remboursement pour le guide. Donc, vous pouvez vraiment, comme ça, étaper vos, c'est pas un bon mot, mais échelonner, merci, vos demandes de remboursement et demander vraiment les forfaits, le versement des forfaits à chaque fois que vous avez réalisé une action. Et peut-être, petit détail, mais qui est plus expliqué dans les guides, c'est que certaines actions, pas toutes, donc toutes les actions en fait d'ailleurs, sauf les actions de type atelier, elles sont constituées de deux montants, un montant organisation et un montant réalisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez déjà recevoir un montant juste pour l'organisation de l'action, sans l'avoir réalisée. Donc là, vous allez juste devoir montrer qu'il y a eu des réunions qui ont rassemblé tous les projets, tous les partenaires du projet, qui montrent un compte rendu de réunion, qui montre un programme provisoire. Et si vous juste soumettez ces pièces justificatives, on va déjà vous verser 40% du montant total de l'action. Donc c'est pour en fait des petites sortes d'avances pour que vous ayez assez de liquidité par la suite. Mais tout ça, c'est plus expliqué dans les guides, donc n'hésitez pas à aller les feuilleter. Je pense qu'on passe maintenant à la partie suivante sur le troisième appel à petit projet, afin de vous donner toutes les informations essentielles, le cadre de ce qu'est un petit projet, l'appel, et puis après, pour vous laisser assez de temps pour échanger avec vos points de contact dans les breakouts. Donc, le troisième appel à petit projet arrive bientôt. Peut-être pour des raisons de visibilité, là, on va d'abord vous projeter l'écran en allemand, puis ensuite en français. Donc, le troisième appel à petit projet débute le 15 septembre 2025 et les dépôts peuvent se faire jusqu'au 13 novembre 2025. Une fois l'appel clôturé, les projets qui ont été soumis vont être instruits. Tout d'abord, il y a une étape de recevabilité. Donc là, c'est une analyse formelle. On va vraiment regarder si les conditions de soumission des demandes ont été acceptées. C'est important que les conditions soient remplies pour que les projets puissent ensuite être examinés dans leur contenu. Ici, dans cette étape de recevabilité, on vous recommande donc de bien faire attention à ce que tous les documents et annexes soient soumis. Parce qu'en fait, s'il y en a un de ces documents qui manque, ça peut fortement vous pénaliser, c'est-à-dire que votre projet ne sera pas recevable. Et pour éviter cela, on vous conseille deux choses. D'abord, notamment, donner des titres clairs et évidents à vos documents pour que vous soyez vous-même pas perdu en fait, dans les documents que vous devez soumettre. Et également, vraiment utiliser des documents, un outil comme par exemple une to-do list où vous cochez à chaque fois que vous avez soumis le document nécessaire
On vous dit ça, on insiste dessus parce que vraiment, ça arrive très souvent qu'un document n'est pas soumis et c'est un peu dommage de rendre non recevable un projet parce qu'il manque une annexe. Ensuite, il y a l'étape d'éligibilité. Là, on va vraiment analyser le contenu des demandes qui ont été réputées recevables. Une fois que les projets ont été instruits, ils vont être approuvés ou rejetés par le comité de suivi. Le comité de suivi, c'est un organe du programme qui prend toutes les décisions importantes relatives à la mise en œuvre du programme. Il est composé de différentes autorités publiques sur chaque versant qui sont en fait en charge de la stratégie du programme. Et donc, c'est eux qui vont décider sur vos projets et à la suite de cette sélection des projets, la réponse vous sera communiquée. Donc, en fait, normalement, la réponse, elle arrive plus ou moins 6 mois après la clôture de l'appel. Il se peut que l'approbation aussi se fasse sous certaines réserves de modification de projet ou plus exactement de la demande de concours qu'il faudra bien prendre en compte pour être approuvé officiellement. Je passe ensuite la parole à Alice qui va vous parler de la demande de subvention. Voilà, comment ça se passe en fait si on est intéressé pour mettre en œuvre un petit projet, qu'on veut répondre à l'appel en cours. Donc déjà, on doit se rendre sur GEMS, qui est en fait le système de gestion informatique du programme. Et ici, on va donc cliquer pour soumettre une demande et s'ouvrira un formulaire avec plusieurs questions. Ce formulaire, il faudra le remplir en français et en allemand. On est un programme bilingue, donc ces types de documents doivent être fournis en français et en allemand. En gros, ce qui vous sera demandé dans la demande de concours, en plus de fournir des annexes, c'est de décrire votre petit projet, ses objectifs, les actions que vous souhaitez mettre en place, pour qui, quand, comment et quelles seront les mesures de communication qui seront mises en place. Quelques petits conseils très rapidement sur les demandes de concours, comment déposer une bonne demande de concours. Premièrement, la demande de concours doit être compréhensible pour tous. Elle va être lue par plusieurs personnes au niveau du programme, notamment des personnes qui ne sont pas forcément familières avec le milieu dans lequel vous travaillez. Donc, il faut que tout soit bien expliqué. Pour rappel, les 5 grands critères d'éligibilité qu'on a déjà évoqués doivent bien être démontrés également dans vos descriptions des actions. Et un dernier élément assez important, la demande de concours, en fait, elle va représenter la base à partir de laquelle vous allez mettre en œuvre votre petit projet. Donc, ce que vous décrivez dans la demande de concours, ça va être ce qui sera mis en œuvre dans la réalité. Donc, soyez assez exhaustif. N'oubliez pas que les personnes qui liront votre demande de concours ne sont pas dans votre tête, en fait. Donc, même s'il y a des choses que vous trouvez, vous, évidentes quand vous la rédigez, il vaut mieux mettre toutes ces choses-là sur le papier parce que pour nous qui allons instruire la demande, ce ne sera pas forcément et peut-être que ça va être un manquement à notre compréhension du projet. Et je pense à un dernier conseil, tournez-vous vers vos points de contact pour déjà le dépôt de la demande de concours. Ils sauront bien vous aiguiller, vous dire là où il manque des choses, là où il faut préciser des choses, etc. On va peut-être passer, on va peut-être accélérer un peu sur les prochaines slides parce que il manque, le temps court. Donc, on va peut-être rapidement juste vous présenter les points de contact et après rapidement les ressources, mais très très rapidement. Donc voilà, j'en parlais à l'instant. N'hésitez pas à vous tourner vers vos points de contact dès maintenant. Ici, vous avez toutes leurs coordonnées. Elles sont disponibles également sur le site internet du programme. En quelques mots, sur quoi peuvent vous aider vos points de contact. Ils vont déjà vous fournir des conseils, leur expertise, leur connaissance du programme, de l'aide quand vous rencontrez des difficultés, etc. Donc, vraiment, ils sont disponibles, ils sont tous très sympathiques. Tournez-vous vers eux, ils se feront un plaisir de vous accompagner dans la mise en œuvre
de vos projets. Donc là, je ne vais pas vraiment revenir sur le rôle du secrétariat conjoint. Ce que vous devez juste retenir ici, c'est qu'en fait, nous, on est plutôt là pour répondre à des questions purement d'ordre technique et instruire vos projets. Donc, plutôt, tournez-vous vers vos points de contact. Ensuite, en ce qui concerne les outils accompagnement, là, je vais aller aussi très rapidement. Il y a plusieurs outils qui sont disponibles sur le site du programme. Notamment, il y a une fiche idée qui peut vous aider à formuler rapidement, qui est à remplir avant d'aller voir vos points de contact. Ensuite, il y a 2 guides. Un guide, on l'a mentionné là très rapidement, très souvent, c'est comment monter un petit projet. Ensuite, il y a un guide dépôt d'une demande de concours sur GEMS qui est bien à avoir quand vous remplissez votre demande côte à côte, parce qu'elle va vous aider en fait dans la complétude de cette demande de concours. Et après, on vous conseille également de vous inscrire à la newsletter, de vous inscrire sur les réseaux sociaux pour avoir des nouvelles, etc., etc. Mais voilà, donc vous avez des outils sur le site du programme et vous avez surtout l'accompagnement de vos points de contact.